Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus donc, pour cette première session de Product Conversation. Je suis ravi, alors je veux faire un petit préambule, je ne le ferai pas nécessairement dans la journée, mais pour remercier vraiment les organisateurs de la Product Conférence de me donner l'opportunité en fait, d'animer ce nouveau format. Je suis donc Gabriel Zanto, je suis un podcasteur de la French Touch, qui est en fait un podcast dédié aux gens du produit et du design, essentiellement français. Donc quand les organisateurs m'ont parlé de ce nouveau format qu'ils voulaient mettre en place, je trouve l'idée déjà séduisante. J'étais ravi et très fier de pouvoir être impliqué. Et je trouve que ça correspond vraiment bien avec les valeurs et la vision que eux portent et qu'on partage, qui est vraiment de fédérer la communauté, de permettre aux uns et aux autres de se rencontrer. Donc là, le premier échange, conversation autour de la carrière dans le monde du produit. Voilà. Donc je vais laisser les invités, mes invités de se présenter. Peut-être commencer par Julie, puis Louis et Hugo. Alors, est-ce que c'est allumé? C'est allumé, merveilleux. Je m'appelle Julie Delanoë. Est-ce que je devrais me lever ou pas? Comme tu veux. Oui? Ok, je me lève. Comme ça, on peut tous bien voir que je suis une géante. Je m'appelle Julie Delanoë. Je suis Head of Product Design dans une compagnie qui s'appelle Product Hunt. Product Hunt, c'est une plateforme en fait, qui aide des startups et des gens qui ont des side projects à se lancer et à découvrir de nouveaux produits et nouvelles applications, surtout tech. Voilà. Parfait. Merci Julie. Salut tout le monde, je m'appelle Louis Leca. Moi, je suis Head of Product chez Algolia. Algolia, on construit une plateforme qui permet aux entreprises de construire des Search and Discovery Experiences. Donc qui permettent à tous les product builders de créer des online experiences qui sont vraiment incroyables. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Hugo Gessman, je suis le fondateur, un des deux fondateurs de Tiga, qui est un cabinet de conseil en product management, et j'ai aussi la chance d'être un des fondateurs de la conférence à laquelle vous assistez aujourd'hui. Donc je vous remercie à double titre, puisque très content que vous soyez là aujourd'hui. Merci beaucoup. Au niveau du format, donner un peu de contexte, comme vous le voyez, on est dans une plus petite salle, donc ça correspond bien à l'idée, on veut plus de proximité. C'est une conversation, donc ce n'est pas à sens unique. L'idée, c'est que pendant environ demi-heure, on discute de la thématique. Vous avez, ce que vous évoquez, Lucas, lors de l'introduction, la possibilité de télécharger l'application qui s'appelle Swapcard, qui va vous permettre en fait, de poser des questions donc, à nos invités pendant la session. C'est hyper important. Donc, on a une session de 45 minutes, demi-heure où on va échanger, et 15 minutes qui sont accordées donc, à vos questions sur, par rapport si vous demandez des éclaircissements ou quoi que ce soit. Donc profitez-en. On est dans un format beaucoup plus intimiste qui fait que ça favorise ce genre de conversation-là. Voilà. Merci beaucoup. On va commencer. Je redonne un peu d'informations sur faire carrière dans le produit. Donc la petite description qui vous était donnée pour que vous ayez ça en tête quand on va commencer la discussion. Le produit est un domaine jeune dont les contours peuvent parfois sembler un peu flous. Alors comment s'y retrouver côté carrière? Comment on se construit une carrière côté produit? Quelles sont les évolutions possibles? Est-ce qu'il existe des différences ou non entre notamment la France et les États-Unis, puisqu'on a tendance à mettre les États-Unis un peu sur un piédestal, enfin, ou pas. Peut-on faire du produit en étant consultant? Quelle est la place aussi du travail potentiellement de produit en remote? Voilà. Donc beaucoup de questions, demi-heure de discussion, 15 minutes pour vos questions également, et je vous propose qu'on commence, si ça vous va. Ok. Merci. Je vais commencer. Je suis tombé dans le produit, moi, par hasard. Est-ce que vous pensez, tous les trois, qu'on peut, aujourd'hui, le parcours est suffisamment balisé pour construire une carrière en se disant, par exemple, il existe une voie royale aujourd'hui dans le produit, un carrière pass à suivre ou pas? Qui veut commencer? J'ai envie de dire oui et non. Je pense qu'il y a des parcours qui sont de plus en plus balisés, mais il n'y a pas un parcours type. Donc le parcours balisé va peut-être représenter 25% des gens qui arrivent dans le produit encore aujourd'hui. Moi, j'ai une expérience. Donc moi, je viens de rentrer en France après 10 ans aux États-Unis. Donc je n'ai bossé qu'aux États-Unis, sauf chez Algolia, où je suis nouveau depuis le début de l'année. Donc mon discours va être très biaisé sur mon expérience à San Francisco. Et je vais donner cette vision-là, et vous me direz si en France c'est la même chose. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a deux gros moyens de rentrer dans le produit.
Il y a soit avoir la chance de tomber dès la sortie d'école sur un programme APM de formation. Il y a très très peu de boîtes qui le font, type Google, Facebook, les grosses boîtes qui sont organisées et qui ont un programme qui prennent des juniors et qui vraiment les forment à ça, sans expérience. On pourrait appeler un peu la voie royale d'une certaine façon, où tous les étudiants qui sortent de Stanford et des grandes écoles essayent de rentrer là-dedans pour entrer dans le produit. Et l'autre moyen, c'est de trouver une boîte qui vous laisse la chance de passer PM ou designer en first time. Et ça a tendance à être très difficile. Le meilleur moyen, à mon sens, c'est de le faire en interne. Donc d'être dans une start-up, une boîte qui grossit vite, qui a énormément d'opportunités, où il y a beaucoup de white space et de rôles à remplir, et d'avoir quelqu'un qui fait confiance et qui dit « Ok, tu connais bien les besoins de nos utilisateurs, ou tu as cette compétence, on va te faire confiance, on va te faire passer en produit. » Okay. J'aurais tendance à dire que c'est les deux gros passes, à mon sens. Et désolé, je vais faire beaucoup d'anglicisme, je m'excuse par avance. Oui. De mon côté, moi j'ai vu beaucoup de gens très récemment sortir d'école ou alors faire des reconversions, passer chez General Assembly pour faire des formations spécifiquement en produit, et c'est la voie que je constate fonctionne assez bien en ce moment. Quand moi j'ai commencé, donc moi j'ai un parcours en design à la base. Quand j'ai commencé à être designer, on était tous web designers. Il n'y avait pas de product design, il n'y avait pas de formation en product design à l'époque. Moi, je me suis introduit au monde du produit parce que j'ai commencé en tant que designer et j'ai été mentorée par un product manager qui venait des États-Unis et qui avait vraiment une vision du product management assez royal, on va dire, et assez sévère, et j'ai été formée comme ça. Donc je pense qu'il y a la possibilité de venir d'un milieu complètement différent, d'être mentoré par des gens en interne dans une entreprise, ou alors de suivre des formations, même si on est sorti de l'école depuis très très longtemps. Voilà. Je ne sais pas si Hugo, tu veux dire Oui, un peu comme Louis, moi je distingue deux choses, la manière dont on entre dans le product management et ensuite la partie où on fait carrière dans le product management. Donc est-ce qu'il y a une voie royale? Bon, la réponse est non, parce que c'est pas encore complètement balisé quand même aujourd'hui. C'est de plus en plus structuré sur l'entrée en product management. Il y a quand même l'émergence de beaucoup de formations, donc soit reconversion professionnelle, soit formation post-école, soit même maintenant des parcours de product management intégrés dans un cursus académique un peu plus traditionnel. Il y a même maintenant le MBA de l'INSEAD en partenariat avec le Product Management Festival de Zurich, donc qui est pour des gens qui ont déjà de l'expérience mais qui veulent aller plus loin. Donc on voit que sur l'entrée en carrière dans le product management, c'est de plus en plus structuré. Après, sur la partie... Bon, c'est l'objet de notre talk aujourd'hui, donc ça tombe bien, mais sur la partie construction de carrière, là, les jobs même des product people, que ce soit product designer ou product manager, sont tellement variés que c'est difficile de dégager une voie toute tracée. Donc, Et est-ce que vous conseilleriez plus de la pluricompétence ou une spécialisation? Louis parlait notamment des GAFA, Facebook, où il y a généralement ces carrières pass de ce qu'on appelle IC, Individual Contributor, où l'idée c'est vraiment de développer une expertise et de l'entretenir au fil des ans, versus un profil plus généraliste, que ce soit Product Management ou Product Design. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, ça dépend de chacun, mais... Alors, moi, personnellement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais après, ça dépend de ce qu'on veut faire de sa carrière. Si on se spécialise sur quelque chose de vraiment spécifique, il faut se rendre compte qu'on se limite à ça, surtout si on se présente comme étant le spécialiste de tel truc. En product design, ce serait quoi par exemple? En product design, on va avoir des product designers qui sont vraiment spécialisés sur un domaine d'expertise, style je fais que de l'e-commerce, ou alors je fais que des choses qui sont dédiées à des ingénieurs, ou alors mon cheval de bataille, c'est que de faire des prototypes. Okay. Ça, c'est vraiment Et du coup, on a des titres style des gens qui étaient designers qui deviennent prototypers ou ce genre de choses. Ça, c'est vraiment une spécialisation et ça peut être très très bien. Ça a d'autres tranchants. Petite anecdote, moi j'ai commencé ma carrière à une époque où Flash fonctionnait très très bien. Ma spécialisation c'était ActionScript et je suis vraiment très contente de ne pas vraiment avoir continué là-dedans, sinon je pense que j'aurais pas de travail là maintenant. Donc il y a une voie pour tout,
mais il faut bien la choisir. Et être généraliste, ça ouvre un peu plus d'opportunités, à mon sens. Et je rejoins énormément Julie là-dessus, c'est vraiment, ça dépend aussi du contexte et du type de boîte. Dans une toute petite boîte de 10 personnes, on va vraiment chercher quelqu'un, un généraliste qui peut tout faire, qui va, comme je dis, remplir le white space et qui va pouvoir faire tout un tas de trucs. Dans une boîte de 1000 personnes, les gens vont chercher vraiment une compétence très pointue. Et je pense que dans les deux cas, il y a de la place pour devenir PM, en montrant dans une petite boîte qu'on peut prendre tout un tas de trucs en charge et faire avancer les choses, ou dans une grosse boîte, en ayant une compétence très précise sur on est en train de construire tel connecteur de la plateforme, telle intégration, tel UI, et moi j'arrive avec une expertise métier, ou peut-être que j'ai bossé dans l'e-commerce sur d'autres rôles, mais je connais très bien les utilisateurs et j'arrive là-dessus. Et du coup, les boîtes vont valoriser des choses différentes. Donc dans le contexte de rentrer dans le métier de PM, je pense que ça dépend aussi du contexte et de par où on essaye de rentrer. Dans la gestion de carrière, une question pertinente là, qui était posée dans les Q&A, n'hésitez pas à les poser, je vais vous les soumettre au fur et à mesure de la discussion. C'est quel risque peut-il y avoir à se limiter notamment aux startups? La startup, le taux d'échec, on sait qu'il est très grand. J'ai ça sur mon CV, je suis en fait produit dans une startup qui dure 3 mois. À quel point ça grève ou pas mon évolution de carrière? Donc on n'est plus dans l'entrée, mais vraiment dans la gestion de sa carrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si c'est un risque. Je pense qu'on revient toujours au sujet fondamental, c'est quoi la notion personnelle d'accomplissement? Donc il y a des gens qui vont préférer bosser en start-up parce que ça leur convient mieux. Et ça fait le point avec le sujet que vous évoquiez avant, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux être... en fait, il y a une petite distinction peut-être à faire entre je fais tout, je suis pluridisciplinaire, je fais plein d'activités et je suis capable de comprendre un peu tous les sujets. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on va quand même inciter le fameux T-shape, enfin bon, bref, il y a plein de terminologies pour ça, mais on va quand même inciter les gens à comprendre pas mal des domaines qui sont adjacents à leur job au quotidien de product manager ou de product designer, un peu de tech, du UX, de business, enfin, toutes les compétences qu'on connaît. Mais ce qui n'est pas la même chose que de dire au quotidien, je fais un bout de code, je fais un bout de maquette, je fais un bout de backlog et je fais de la strat, qui est un contexte qu'on va retrouver beaucoup en start-up, par exemple. Donc pour la question, est-ce que c'est un risque de faire que des start-up? Oui, si demain votre obsession c'est d'être embauché dans un très très grand groupe pour rentrer dans un parcours chez Google, peut-être qu'avoir fait que des startups de 5 personnes qui à chaque fois ont connu des destins tragiques, c'est peut-être pas le meilleur CV que vous pouvez constituer. Mais en même temps, vous aurez peut-être dans ce type de boîte une excitation et une pluridisciplinarité que vous retrouverez jamais dans un groupe de 2000 personnes, parce que forcément, quand il y a 100 PM, 150 product designers, bah, vous pouvez pas débarquer dans une équipe et faire un petit bout de code, quoi. Donc je dirais pas, voilà, je le présenterai pas comme un risque, mais j'inciterai les gens à toujours penser à ce qui les excite, quoi, tout simplement, à ce qu'ils aiment faire. Moi, je trouve que c'est un investissement, en fait. Il faut le voir par rapport à vous-même et à votre carrière. Vous investissez votre temps et votre talent dans une start-up. Ça dure 3 mois. C'est 3 mois pendant lesquels vous avez appris des trucs. Une start-up qui échoue, c'est une mine d'or en fait en termes de connaissances. Vous comprenez généralement pourquoi ça a échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est des problèmes de politique interne à la boîte? Est-ce que c'est des problèmes de mauvais choix de technologie? Ou alors on n'a pas du tout investigué en fait sur les problèmes qu'on essayait de résoudre? Toutes les erreurs, c'est des trucs. Tant que vous n'êtes pas le fondateur de cette start-up, c'est des trucs, c'est génial pour votre CV en fait. Vous avez appris plein de choses. Ça a duré... Même en tant que fondateur. Même en tant que fondateur. Après, c'est une histoire de storytelling et de pouvoir avancer sur sa carrière. Mais en tant que product person, on va dire, c'est super intéressant de bosser pour une start-up qui se casse la gueule. J'ai une anecdote. Je vous souhaite pas de le faire continuellement. Hein. Une fois, ça suffit généralement. J'ai une anecdote là-dessus. J'avais une PM chez Asana qui avait bossé, je crois que la boîte c'était Homejoy, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était une boîte dans la Bay Area qui faisait grosso modo un cleaning service. Donc on va online, on dit ok, j'ai besoin de 2 heures d'une femme de ménage, tu vois. Femme de ménage 2.0, qui s'est pété la gueule, qui a eu énormément d'investissements et tout, et qui elle était dans les premiers PM. Et son boss, VP Product, est parti 3-4 mois avant que ça se pète la gueule en disant bon, ça sent pas bon, machin et tout. Mais il lui a conseillé, et il a super raison, on lui a dit reste jusqu'à la fin, vois ce à quoi ça ressemble, ça va être un atout de ouf pour ta carrière. Et moi, je valuais ça énormément parce qu'elle m'a dit jusqu'à la fin,
sur faire les contrats, rembourser les trucs, vendre les bureaux qui étaient dans le truc et tout. Je suis resté. Sombre avec le bateau. Ouais. Ok. Et lui est parti avant quand même. Le VP, oui, lui, il est parti avant. Le VP est parti avant, lui. Alors, j'ai pas tout le contexte. Moi, je le connais pas lui, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Lui, il était bon. Moi, je construis ma carrière. Là, j'ai une opportunité, un machin et tout. Elle, c'était son deuxième PM job. Elle était encore assez junior dans le truc. Et effectivement, c'est quand elle en parle, l'expérience qu'elle a eue, c'est très dur à avoir quelque part. Ouais. D'aller vraiment jusqu'à la fin. Elle dit de faire les lettres de licenciement, des trucs et tout. Du coup, il y avait plus personne. Donc j'ai dû gérer tout un tas de trucs de la boîte que personne gérait parce que le VP était parti et tout. Et c'était incroyable, je trouve, comme expérience. Et aujourd'hui, elle est lead chez Asana, elle manage une équipe de 6 personnes, enfin, elle déchire, quoi. Donc là, on est dans la valorisation de l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, du coup. Est-ce que vous auriez quand même des conseils, quel que soit le niveau de seniorité des gens du produit qui rentrent dans des boîtes, sur garde-fou, attention, n'y va pas, ça sent mauvais. Alors on se place pas forcément du côté... objectif étant, okay, est-ce qu'il y a des trucs, on sent qu'il n'y a pas de culture produit dans la boîte, on sent qu'il n'y a pas forcément d'outils mis en place pour la fidélisation, la valorisation et l'apprentissage au sein des boîtes, grosses ou petites. Hein. Est-ce que vous avez des retours d'expérience ou des recommandations à faire là-dessus? C'est assez difficile parce que pour devenir PM, il faut être PM. C'est le gros catch-22. Vous allez postuler dans une boîte, les boîtes vont dire « Ah, est-ce que tu as l'expérience PM ?» « Ah ben non, merci. » Et donc personne ne vous donne la première expérience, à moins d'avoir fait un programme d'IPM, et donc il faut se la créer. Et donc il y a un gros trade-off parfois entre « Ok, j'ai cette boîte qui me donne une première expérience, qui va m'appeler Product Manager, et ça me servira pour la deuxième, c'est bon, je suis dedans. » Et c'est beaucoup plus dur à négocier de dire « Ah, est-ce que du coup ça va bien se passer dans cette boîte ?» Et donc je ne suis pas en train d'encourager de dire « Allez au casse-pipe dans une boîte où vous sentez que ça ne va pas marcher », mais j'ai vu pas mal de gens en entrée qui se disent bon, je sens que c'est pas idéal, que peut-être que j'ai un founder qui est pas ultra bought-in sur la value du produit et tout. Ou trop, ou qu'il y a un problème de culture fit potentiellement, mais qu'une fois, après avoir fait 1 an et demi là-dedans, tu as été PM, tu retrouves plus facilement un boulot de PM et tout. Parce que moi, et j'ai commencé à l'envers, j'aurais dû dire, pour moi, le gros truc à regarder, c'est vraiment le problème de culture fit. Est-ce qu'on va pouvoir construire et apporter quelque chose? Et comment est-ce que la boîte se comporte? Est-ce que c'est eng-driven, sales-driven? Est-ce que le produit a son importance? Qui sont les founders? Les founders sont super importants dans l'histoire. Après, il y a parfois des trade-offs à faire. J'aimerais ajouter un truc, c'est que parfois on a des entretiens d'embauche dans une boîte où on sent en fait que la culture produit, c'est pas ça. Les processus qui sont mis en place, c'est pas ça du tout, etc. Mais ça peut aussi être une opportunité super intéressante en fait de venir mettre les choses en place. Après, c'est pas fait pour tout le monde, ça demande énormément de travail. Je pense qu'à 90%, il y a un burn-out qui est garanti. Surtout si c'est la première fois en PM. Surtout si c'est la première fois. Mais en même temps, vous allez apprendre tellement de choses là-dedans, dans une structure où ils ne sont pas forcément organisés. Et surtout, vous allez apprendre parce que vous allez devoir chercher de l'aide partout ailleurs, parce qu'il n'y en aura pas en interne. Et vous allez devenir la seule voie en fait, de produit dans votre boîte. Et ce sera votre rôle en fait, de faire en sorte que ça fonctionne. Après, ça ne va pas forcément tout le temps fonctionner. Rarement même, mais c'est une super bonne expérience. Et j'ai envie de rappeler un truc, c'est on fait tous du produit en tant que designer, ingénieur, product manager. Notre mission, c'est d'expérimenter, d'apprendre de nos échecs et d'itérer là-dessus. La carrière, c'est la même chose. Quelqu'un qui vous dit je suis VP product quelque part dans une boîte merveilleuse et qui a eu une carrière tranquille avant, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui est caché sur son CV, quoi. Est-ce que je peux demander à la salle qui est PM dans la salle aujourd'hui? Et qui n'est pas PM mais aimerait bien être PM? Okay. On a quand même beaucoup de monde qui est déjà du bon côté de la barrière. Qui est déjà du bon. On l'a un peu, vous l'avez abordé implicitement, le fait d'être dans une entreprise. Comment vous voyez le fait de travailler en tant que freelance, en étant consultant, en étant un pied dedans, un pied dehors? Est-ce que... Bon, évidemment, ma question est biaisée, mais on a 2 profils intéressants.
notamment avec Julie et Hugo. Comment vous percevez le fait de faire une carrière produit qui soit détaché, qui ne soit pas nécessairement en tant que salarié CDI d'une boîte? J'aimerais juste répondre sur la question d'avant. Si tu D'accord. as une minute, après, évidemment, je serais passionné par cette question-là, pour des raisons évidentes. Mais sur la question d'avant, un garde-fou quand même, Oui. sur la première expérience en tant que PM. Je me méfierais beaucoup des boîtes où on devient le premier PM en étant junior. Alors tu l'as dit, en fait, je suis entièrement d'accord. C'est à la fois une opportunité magnifique, mais c'est très, très, très casse-gueule. Et ce dont il faut s'assurer, c'est que les fondateurs ont quand même compris quelle va être votre fonction. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver dans des situations extrêmement difficiles. Soit un fondateur, désolé, je genre pas du tout, évidemment, les fondateurs, très intrusif sur le produit. Parce que, raison évidente, c'est leur bébé, ils ont créé la boîte. Donc c'est vraiment les fondateurs qui passent derrière les devs et qui disent « Tiens, tu peux pas me faire ça vite fait là, parce que je pense qu'on m'a dit que j'ai un cousin, il trouve ça super. » Donc ça, pour un PM, vous avez intérêt à être un PM très solide quand vous avez un fondateur comme ça. Et le cas inverse, c'est vraiment le fondateur qui est complètement détaché et qui ne comprend pas votre rôle. Donc vous allez passer votre temps, non pas à faire du produit, mais à vous battre pour essayer d'expliquer juste pourquoi vous êtes là. Donc sur un premier job de PM, je me méfierais beaucoup de ces contextes. Donc soit vous êtes très courageux et vous dites je vais apprendre, même si ça se casse la gueule, même si ça va être très dur, c'est pas grave, ça va me servir dans ma carrière. Soit peut-être vous êtes, je vais pas dire moins courageux, c'est pas sympathique, mais vous êtes plus raisonnable et vous dites bon, peut-être que rejoindre une structure où je vais pouvoir être mentoré avec des gens plus seniors qui vont me transmettre des choses, ça peut être pas mal aussi. Voilà, c'était pour répondre à cette On reviendra dessus parce que j'évoquais tout à l'heure la question de la fidélisation et quels sont les outils à disposition pour les boîtes ou des boîtes pour aider à faire grandir justement les gens du produit. Ça, c'est hyper important. J'aimerais votre retour là-dessus. Donc sur la question que j'évoquais du travail en remote ou freelance ou consultant, est-ce qu'on peut avoir un pied dedans, un pied dehors et construire sa carrière produit en ce sens-là? Bon, c'est peut-être le point où on va avoir les vues les plus divergentes, donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'on en a déjà discuté, on s'est préparé avant cette conversation, on s'est vu avant, donc on a eu l'occasion de s'engueuler avant. Bon, évidemment, moi j'ai créé un cabinet de conseil en product management, donc je ne vais pas vous dire c'est impossible de construire une carrière en étant consultant, ce serait un peu bizarre de ma part. Maintenant, c'est une conviction profonde. Attention, je ne mets pas du tout le côté consulting en disant c'est mieux que. C'est une voie différente, c'est absolument pas mieux que d'être interne, c'est juste une autre option de carrière. Je suis persuadé qu'il y a un apport réel pour les boîtes à faire appel de temps en temps à un apport extérieur. Pour plein de raisons, parce que ça met du sang neuf dans la boîte, que ce sont aussi des gens qui ont l'habitude de voir beaucoup de contexte, donc ça apporte des choses. Et surtout, quelque chose qu'on ne voit pas souvent, c'est que ça affranchit des contraintes de management et de parcours de carrière interne dans les boîtes. C'est-à-dire quand on est extérieur, freelance, consultant, peu importe, extérieur au circuit de management de la boîte, on est quand même un peu moins influencé par quel move je vais faire politiquement pour progresser dans la boîte, et on est très concentré sur son objectif, sur sa mission, et travailler sur le produit. Et en même temps, on est quand même payé par le CEO de la boîte. Ah non, complètement. Mais bien sûr, le fait d'être payé par le CEO de la boîte, au contraire, on est encore plus investi sur sa mission. Et tu dis ça dans quel sens, pardon ? Dans le sens où on peut s'éloigner de la politique interne et cette volonté de progression. Oui, on reste quand même tributaire de la personne qui... Oui, mais en même temps, c'est un peu différent, en fait, parce qu'en consulting ou en freelance, on a des contrats, c'est timé, on a des plannings, etc. On se dit pas... le contrat, il est signé, on a commencé. Si ça foire, mais ce sera... il y a généralement des safeguards derrière ça. Mais on se dit pas, est-ce que je peux me permettre de dire à mon boss que sa vision pour ce truc-là, c'est complètement foireux, parce qu'en même temps, j'essaie de négocier ma promotion et du coup, il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte et ça devient impossible à gérer. Donc, il y a à la fois, vous gérez le produit pour une entreprise, mais vous gérez aussi votre carrière. C'est deux choses qui, parfois, sont difficiles à gérer en même temps. Mais pour répondre à ta question, moi, je ne suis pas consultante ou je ne suis pas non plus... Je ne suis pas non plus dans les mêmes bureaux. Je travaille à des milliers de kilomètres de tous mes collègues. On est tous donc dans une équipe qui est remote. Personne n'est au bureau. C'est un autre mode de travail qui n'est pas fait pour tout le monde, que moi, j'apprécie et
je suis à fond là-dedans et je le recommande à plein de gens. La seule différence qu'il y a entre être dans des bureaux et être en remote, c'est juste qu'il n'y a pas quelqu'un derrière votre dos à vous dire fais ceci, machin, etc. Donc les décisions, elles sont toutes prises en équipe, généralement avec une communication qui est asynchrone, qui est écrite sur des messages, sur des mails, sur Slack, ce genre de choses. Donc les décisions produits, ça ne peut pas être quelqu'un au coin d'un bureau qui vous dit viens, on fait ce petit changement-là. Ça n'existe pas. Tout doit être documenté et justifié, et c'est ce que j'apprécie en tant que remote team sur le produit. On est obligé de tout documenter, on est obligé de comprendre en fait pourquoi toutes les décisions sont prises. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui hijack un procédé en fait. Voilà. Dans cette notion d'avoir un pied dedans, extérieur, notion de politique, le remote, un point qui est important, je pense, c'est le temps. Combien de temps je dispose pour effectuer ma mission. C'est intéressant sur la scène parisienne, quand on est sur des postes de CPO, VP, il y a un turnover qui est quand même assez intéressant à observer. Donc on est sur des jobs qui tournent assez rapidement, 1 an et demi, 2 ans. Ça correspond presque à des missions de consulting. Alors voilà, Louis, tu souris. Est-ce que toi, tu observais ça déjà aux États-Unis, d'une part? Et quelle est votre vision de ce timing des missions? Est-ce que finalement, un CDI correspond au travail d'un consultant sur quelques mois? Il y a plusieurs questions dans la question. Plutôt sur le côté turnover ou sur le côté consulting freelance? 3 questions. 1, le turnover. 2, la durée des missions. Et 3, est-ce que tu observes ça aux États-Unis versus la France, et quelle est ta perspective là-dessus? Sur la durée des missions, moi déjà, je pars du principe que quelqu'un qui a fait 1 an dans une boîte, il n'a rien fait. Quelqu'un où j'exagère un petit peu, mais si je regarde un parcours, moi quand je vois le temps que ça me prend pour être ramped up, pour commencer à faire bouger les choses, changer les process, construire un truc qui marche, et après avoir les fruits de tout ça, moi, quand je regarde mes parcours et que je regarde la première année dans chacune des boîtes où j'ai été, je fais putain, c'était l'onboarding, quoi. J'ai eu énormément de value après. Donc forcément, je caricature. Et forcément, si je regarde aujourd'hui quelqu'un qui postule chez moi et qui me dit tous les 1 an et demi, il a changé de boîte, il va venir chez moi, il va faire 1 an et demi et il va rechanger de boîte, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours des cas où il y a plein d'expériences. Au milieu, il y a une expérience ratée, il y a une boîte qui fail, ou je suis allé dans un truc et en fait il n'y avait pas un bon fit, tu vois, c'est pas un red flag à ce point-là. Mais si c'est vraiment que des expériences comme ça, à mon sens, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la construction et qui essaie d'optimiser vraiment pour sa carrière. Ah, j'ai un peu d'expérience là, boum, on m'en offre un plus gros poste. D'autant plus au niveau VP, ou si c'est quelqu'un qui a été VP 4 fois 1 an et demi, je fais mais qu'est-ce qu'il fait? Ou alors il y a vraiment un pattern très identifiable de boîtes qui succèdent, où il les prend série A, 50 personnes, il les emmène série B, il recommence. Et encore 1 an et demi, à mon sens, c'est très court. Le turnover dans la Bay Area, aux États-Unis, il est super court. Moi, l'impression que j'avais avant de rentrer en France en début d'année, c'était qu'en France, il y avait plus de loyauté. Je ne sais pas si c'est le cas. J'ai pas encore vraiment tous les data points des deux côtés. J'ai l'impression que de plus en plus, notamment le métier de PM est très attractif. Il y a énormément de demandes. Il n'y a pas forcément suffisamment de gens qui l'ont fait, beaucoup qui ont la seniorité, qui sont qualifiés. Donc dès qu'on a un peu de seniorité, j'ai l'impression que même à Paris, il y a beaucoup de demandes, et du coup, ça incite les gens à bouger parce que les boîtes se battent les uns pour les autres et filent les opportunités. Je ne sais plus la data, mais l'average tenure à SF, c'était un truc du genre, pour les engineers, c'est genre 1 an et demi, ou un truc comme ça, c'est ridicule. Et ça rejoint ce que je dis, les gens sautent d'une boîte à l'autre, et les boîtes offrent des packages tellement gros qui peuvent se permettre de le faire, ou boum, je fais 1 an et demi ici, boum, je fais 1 an et demi ici, et ça marche. Moi, je value beaucoup plus quelqu'un qui a fait 3 ans ici, 5 ans ici, qui s'est investi, je fais putain, son parcours. Lui, c'est quelqu'un qui est dans la construction. Donc pas forcément compatible avec la notion de je fais du freelance pendant 6 mois sur une boîte ou sur une mission plus courte. Alors, tout ce qui est freelance consulting, moi, j'arrive avec beaucoup de curiosité. En fait, j'ai jamais vu, jamais fait, ça n'existe pas, ou très peu, ou à la marge, j'ai pas vu ça aux États-Unis.
notamment aussi parce que j'étais dans le vivier de la tech et que je pense que c'est aussi différent quand le software est vraiment le cœur de métier et qu'il y a une boîte qui se lance et je vais construire du software pour résoudre ce truc et tout là. Et forcément, la construction du software, à mon sens, si c'est le cœur du métier, il y a vraiment besoin de faire un job outstanding. Et pour faire un job outstanding, c'est quand même plus facile d'avoir des gens qui sont en interne, qui vont, au fil du temps, mieux comprendre, internaliser les besoins du client, comprendre la stratégie, l'écosystème, comment on fit, comment on se différencie. Donc il y a un vrai plus à passer plus de temps. Et c'est peut-être différent aussi dans des boîtes où le software n'est pas nécessairement le cœur du métier. Ça m'intéresse d'avoir vos points de vue justement donc, sur la question timing, mission. Alors moi j'ai été salariée, j'ai été consultante. Je pense que tu ne m'aurais jamais embauchée en fait en voyant mon CV parce que je n'ai pas duré très longtemps. J'embauche d'ailleurs. Hein. Oui, je sais. J'ai jamais duré très longtemps en fait, dans les boîtes. Mon premier job, j'ai duré, je pense, 11 mois. Mais cela dit, je suis passée d'une boîte où on mangeait des pizzas par terre sur le sol le vendredi soir à une boîte qui se retrouve avec Orange qui investit et soudainement tout devient très sérieux. Et il y a des process et tout change d'un coup et ensuite j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire je rejoins une boîte où on était 30 personnes, 4 sur le même bureau avec un chien dans la pièce, un frigo et un pigeon, je ne sais pas pourquoi, un vrai bordel. 10 mois plus tard on est 250, donc c'est des raisons pour lesquelles moi je suis partie de ces boîtes-là parce que j'étais là pour une mission spécifique, c'était de faire grossir la boîte et une fois que c'était fait, je recommençais ça ailleurs et j'ai fait ça sur plein de boîtes. Donc mon CV c'est des répétitions de ce genre de process. Après moi les gens que j'embauche, j'en ai qui ont fait du freelance, c'est quelque chose que j'apprécie parce que le consulting c'est des gens qui généralement bossent à distance donc ils s'intègrent bien dans des équipes remote. Et en tant que consultante, moi, j'ai fait des missions qui pouvaient durer 6 semaines jusqu'à 10 mois, 24 mois aussi. Donc, il n'y a jamais de durée type, on va dire. Et j'ai bossé avec des designers freelance. J'ai jamais bossé avec des PM freelance, donc j'ai pas été très précis dans ce que j'ai dit. Ok. Hugo, ton point de vue sur la question ? Sur le marché, déjà, sur la notion de combien de temps les gens restent dans leur job aujourd'hui, il y a clairement une accélération. Voilà, ça c'est sûr et certain. Je parle que de ce que je connais, hein, c'est-à-dire des jobs de PM et de product designer. C'est pas une analyse globale du marché français, parce que c'est trendy, parce que voilà, il y a de plus en plus d'opportunités, que la maturité augmente et donc forcément on se retrouve dans des systèmes où les gens se font débaucher à droite à gauche et sont séduits par d'autres opportunités, ce qui est très légitime. Hein, mais c'est évident depuis qu'on a démarré Tiga, donc ça fait 5 ans, j'ai vu un changement, mais juste radical, quoi. Enfin, aujourd'hui, je vois des gens qui restent 10 mois, 11 mois dans une boîte, et là je ne parle pas de consulting, hein, je parle de CDI, hein, qui restent 10, 11 mois dans une boîte, et hop, qui changent de boîte. Encore une fois, je ne juge pas les raisons, mais c'est juste intéressant de constater que ça va de plus en plus vite. Alors on va dire que c'est positif parce que ça veut dire que l'écosystème grossit bien, que la maturité augmente, qu'il y a plein d'opportunités un peu sexy. Après, est-ce que c'est bien dans son parcours de carrière? Difficile à dire aujourd'hui. Je pense qu'on manque un peu de recul sur le marché français pour dire si dans 5 ans ce sera vu comme une qualité d'avoir fait des sauts de puce ou alors on sera très attaché comme Louis à une fidélité un peu plus long terme. Je pense qu'il y a une question, non, mais il y a une question de pattern. C'est-à-dire que si ça fait 10 ans que tu es PM et que tu as fait 10 jobs, je te donne pas le 11e, quoi. Enfin, ça dépend de ce que je cherche. Si vraiment j'ai un besoin précis, tu corresponds, tu vas onboarder super vite, tu vas faire ton truc et partir peut-être. Mais j'ai rarement ça. J'ai plus besoin de quelqu'un. Je t'en rejoins assez. Hein, ouais. Par contre, si ça fait 10 ans que tu es PM et qu'il y a 2 jobs ou 3 jobs qui ont fait 1 an, mais il y a 2 jobs où tu as fait 4 ans, je vais OK, il y a des trucs qui n'ont pas marché, il y a des raisons. Tu vois. Les raisons sont super importantes. De toute façon, on analyse des CV. Hein. Heureusement, on ne se contente pas de juste regarder des dates et de se dire, bon, voilà, il y a des sauts. Le but, c'est aussi de regarder, de comprendre ce qu'ont fait les gens, heureusement.
Mais en tout cas, voilà. Donc sur le marché, clairement une accélération. Donc on va dire le côté positif, c'est plus de dynamisme. Et ça, pour je pense tous les gens qui sont dans la salle, c'est sympathique, quoi. C'est un bon signal parce qu'il y a plus de jobs et ce sont quand même des jobs assez sympas. Après, le côté négatif, c'est peut-être la fidélité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait peut-être le point avec ton sujet d'après sur comment on fidélise les gens, comment on s'assure que quelqu'un qu'on a mis beaucoup d'énergie à faire venir dans la boîte, 10 mois après, il n'est pas parti parce que... alors on n'est pas aux US, hein, je pense que les attaques sur les packages se font pas à coût de $30,000 ou 50, 100, tu serais étonné. 200. De stock option. Peut-être pas quand même. Mais donc en France, les les pas sont quand même un peu plus raisonnables que ça. Mais comment, voilà, la question que ça pose, c'est marché hyper tendu, comment on fidélise les gens et comment on s'assure qu'ils... Justement, vous êtes tous les trois à des postes à responsabilité, vous recrutez, vous encadrez, managez, aidez les gens de vos équipes à grandir. Quels sont les outils que vous mettez en place qui potentiellement peuvent être intéressants pour les gens dans la salle à récupérer ou à proposer à leur propre manager? Alors c'est un bon segue déjà, on recrute chez Algolia à tous les niveaux, plus junior, plus senior et tout, donc si vous cherchez un job de PM, si ça fait 10 mois que vous êtes dans votre boîte, c'est pas grave. Tout ce que j'ai dit avant, j'ai besoin de vous. Il est désespéré. On doit tripler l'équipe cette année, on a besoin de vous. Mais plus sérieusement, moi je pense que les gens, ils veulent. Il y a deux choses qui sont clés, et là on passe sur un sujet qui est plus management, leadership général, même, et qui s'applique pas seulement au monde du produit. Les gens, ils veulent de la reconnaissance, ils veulent voir qu'ils ont un impact et que c'est reconnu par leur pairs et par la boîte, et ils veulent voir qu'ils apprennent et qu'ils sont en train de passer au niveau suivant et qu'ils sont en train de construire quelque chose. S'ils ont de la reconnaissance mais qu'ils n'apprennent pas, ils vont aller apprendre ailleurs, tu vois. S'ils apprennent des trucs mais qu'ils n'ont pas de reconnaissance, au bout d'un moment, ils vont péter un câble, ils vont dire « Ok, je vais voir quelqu'un qui m'aime bien. » Et donc c'est le rôle, à mon sens, vraiment du management, du leadership et de la boîte de construire un système où ces deux choses arrivent. Donc après, il y a tout un tas de choses clés à mettre en place qui permettent de gérer ça. Et c'est très difficile en plus à mettre en place dans une boîte qui potentiellement scale très vite ou des boîtes où par exemple Algolia on double chaque année en headcount. Donc c'est très difficile de mettre ça en place et en plus de le scaler et de le réinventer chaque année. Mais tout un tas de choses comme de très bien définir les career paths et comment on monte d'un niveau à l'autre, avoir des management practices très bien, avoir un manager qui vraiment travaille comme un coach et qui est vraiment impliqué dans la croissance de ces PM, product designer ou n'importe quel report, qui fait un plan concret avec des goals sur qu'est-ce que tu apprends, tu es peut-être très bon sur tout ce qui est côté growth en PM, tu as peu d'expérience en vraiment product design thinking et donc on va te mettre sur un projet comme ça, on va faire un point toutes les 2 semaines sur ton goal du quarter et tout. C'est ce genre de choses qui fait rester les gens. Et il y a un fameux quote qui dit People don't quit companies, they quit managers. Moi, j'y crois à fond. Et les meilleures expériences de ma vie, c'est vraiment quand j'ai eu un manager, mentor, qui était vraiment plusieurs niveaux au-dessus de moi et qui était ultra impliqué dans me faire grandir. Et j'ai appris à une vitesse folle dans ces cas-là. Et demain, je trouve un mentor ou quelqu'un qui va vraiment m'emmener au prochain niveau. Je le suis direct. Okay. Alors moi, je veux prendre un tout petit peu de recul en fait sur la situation, parce qu'on a parlé du turnover et on parle de fidélisation. Et en fait, j'aimerais juste dire quelque chose, c'est que si autant de PM, autant de designers, autant de personnes dans la tech jump de rôle en rôle et de compagnie en compagnie, c'est principalement parce que les entreprises dans lesquelles elles travaillent scale très très vite, sont focalisées principalement sur le produit et sur il faut qu'on code, qu'on ship et qu'on teste, et ne pensent pas au côté managérial et au côté humain en fait, de leurs équipes. C'est pour ça que les gens partent très très vite, et c'est pour ça en fait, qu'il faut que vous pensiez à votre entreprise comme étant un produit lui-même. Donc qu'est-ce que vous faites pour acquérir et retenir vos utilisateurs? Il y a plein de procédés qui sont en place quand vous bossez sur un produit. Une équipe, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait pour retenir ces utilisateurs? On enquête sur ce qu'ils veulent, sur ce qui les intéresse pour rester. Moi, les gens avec lesquels je travaille, je ne me dis pas ce que moi j'aimerais que mon manager fasse pour moi, c'est ce qu'eux ils veulent que je fasse pour eux. J'ai essayé ça, ça marche un temps,
mais il y a un moment où les gens partent quand même. Donc le meilleur moyen de rester le plus longtemps dans une entreprise, c'est de dire à votre manager ce que vous voulez vraiment, et que votre manager, il vous écoute pour de vrai. J'ai dans mon équipe des gens qui veulent partir au bout du monde à des conférences, voir des talks et découvrir des trucs complètement fous qui n'ont strictement rien à voir avec notre travail. J'ai d'autres personnes qui veulent un budget pour aller au sport. J'ai d'autres personnes qui veulent des trucs vraiment très très différents. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse en fait sur la fidélisation. Ensuite, on a un autre... donc ça, c'est la fidélisation par rapport à un employé, le côté personnel. Ensuite, il y a la fidélisation de vos équipes. Comme le disait Louis, il faut pouvoir montrer que vous évoluez, que vous grandissez, que vous apprenez au sein de l'entreprise. Sinon, ça sert strictement à rien, parce que la réalité, c'est que vous rentrez dans une entreprise avec des connaissances, vous apprenez rien. Au fur et à mesure, vos connaissances, vous les perdez parce que vous vous entraînez pas dessus. Il faut à un moment qu'on vous dise, ça fait 1 an que tu es dans cette équipe, voilà ce qui s'est bien passé, voilà ce qu'il faut améliorer, ça vaut tel level, ça vaut telle augmentation cette année. Il y a des primes, il y a de la reconnaissance à la fois financière, il y a de la reconnaissance aussi de titres pour vous montrer que vous avancez dans votre carrière. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment plus importants que ce que les gens pensent. Chez Product Hunt, on a été pendant plusieurs années sur ce qu'on appelle une organisation complètement flat, avec personne avec des titres. On a de la chance parce que les équipes, les entreprises qui sont remote ont un taux de turnover qui est beaucoup moindre que les autres entreprises. Donc, au lieu de durer 1 an et demi, 2 ans, généralement on dure 4-5 ans. Et à 4 ans et demi d'existence de la boîte, personne n'a de titre, personne n'a d'évolution. Il y a des évolutions de primes, de salaire, mais l'équipe a failli exploser. Enfin, les gens avaient besoin de reconnaissance publique, en fait, de dire j'ai travaillé sur ce produit pendant super longtemps, c'est ça mon rôle maintenant. C'est quelque chose qu'on a appris de façon assez brutale parce qu'on n'y croyait pas et on se disait que c'était pas grave. Donc on a vraiment changé le système avec des vrais rôles et des vrais niveaux maintenant. Voilà. Comme quoi on apprend toujours de ses erreurs. Hugo ? C'était 2 réponses extrêmement complètes. Donc, sur les leviers de fidélisation, j'ai pas grand-chose à ajouter. Juste pour apporter un petit élément, il y a un truc qu'on voit apparaître de plus en plus maintenant, qui était assez mal fait dans les carrières en produit, c'était d'ouvrir des career paths pour les gens qui ne veulent pas être managers. En fait, on reproduit ce qu'on a fait pour les devs à une certaine époque, je sais pas, qui est toujours vrai d'ailleurs en France, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on disait beaucoup, bon, je ne peux pas être dev, on me force à devenir manager, chef d'équipe, et moi j'ai pas envie, j'ai envie de rester dans ma passion qui est la tech, et ça m'empêche d'évoluer dans ma carrière. Et donc ça, bon, c'est pas très très bien adressé, mais on a quand même fait beaucoup de choses dans ce domaine, et on reproduit un peu les mêmes choses côté product management, parce que finalement, c'est quoi l'évolution d'un product manager? C'est-à-dire que naturellement, quand on y pense, on se dit, product designer, ça s'applique aussi. Hein, c'est exactement les mêmes titres. Choses, en fait. Mais voilà, vous avez le PM junior, ensuite associate, senior, vous passez lead, vous passez head, vous passez VP, vous êtes chief officer product, je ne sais quoi. Et dans tous ces cas-là, on retrouve du management, finalement. Et il y a assez peu de place à un poste de PM ou de product designer qui serait très expert, très fort sur ce qu'il fait, mais dont le daily job est de shipper du produit. Parce que, Louis, tu pourras peut-être nous le confirmer, mais quand on monte en quelque sorte dans la hiérarchie, on ne fait plus de produits. On manage des product managers ou des product designers, mais le produit, il paraît très très loin. Et ça, tout le monde n'en a pas envie. Il y a des gens comme les techs qui sont très attachés à rester hands-on sur le produit. Et donc ça, on voit apparaître de plus en plus des parcours de carrière qui permettent de faire ça. Et ça passe par la valorisation, la reconnaissance du travail, des titres, évidemment l'aspect financier, mais ça c'est logique, on va dire. Et ça, c'est plutôt nouveau. Alors peut-être pas dans la vallée, mais pour nous autres petits Gaulois, c'est quelque chose de relativement nouveau, qui n'est pas encore très développé, mais qui est intéressant dans les années à venir. Et qui n'était pas très intuitif, puisque souvent on dit, voilà, un manager, il y a beaucoup de soft skills du product manager qu'on réutilise en tant que manager tout court.
Même si ce sont deux métiers très différents, on peut être un très bon product manager, un très mauvais manager, et réciproquement. Ouais, j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est super important parce que tu as vraiment le bon point. Il y a des gens qui sont excellents product managers et qui font des très très mauvais people managers, et c'est vraiment des métiers très différents, et il y a vraiment un gap quand on passe du côté je fais du produit à je manage des gens qui font du produit, qui est ultra différent. Il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas, et puis il y a des gens qui ne sont pas bons du tout. Et ces gens-là, par contre, j'ai envie vraiment qu'ils bossent sur mon produit parce qu'ils sont phénoménaux. Donc, nous, chez Algolia, on a mis en place, on a 2 career tracks équivalentes, IC et LC, qui est leadership, avec les mêmes niveaux et des titres légèrement différents pour différencier, mais avec exactement le même niveau de rémunération, parce que c'est important. Moi, si j'ai quelqu'un dans mon équipe qui déchire en tant qu'IC et qui monte et à qui il faut donner l'importance, il peut être payé autant que moi, je m'en fous. Il manage personne, mais il y a un niveau au même niveau que moi où tu peux être IC, et tant mieux. Et il faut pouvoir offrir ce mais c'est pas très français, ça, historiquement. Alors c'est peut-être pas Et très américain non plus, mais en tout cas on a moins cette culture-là en France. Ça existe, cette capacité ça existe, c'est assez standard à San Francisco. Après, la réalité, c'est que beaucoup de gens qui sont dans le métier product management ou produit en général sont dedans aussi parce que c'est un métier avec beaucoup d'influencing skills, beaucoup de travail avec les gens. Si vous n'aimez pas faire des meetings, je pense que c'est pas le bon endroit pour être. Pas pour donner de la valeur au meeting, mais forcément, il y a besoin de beaucoup de coordination. Et c'est un métier où on arrive à faire des choses à travers l'influence. Et forcément, on retrouve plus facilement les people skills dans le fait d'être un people manager. Ce qui est assez différent côté technique, où quand je suis très très bon à coder, passer sur du people management, pour le coup, il y a encore plus un gap. Et donc, de mon expérience, il y a quand même beaucoup des PM qui ont envie de monter leur carrière, ont envie d'aller du côté leadership plutôt que individual contributor. Mais c'est important, et j'en ai vu des gens qui ne veulent pas faire ça ou qui montent sur la track individual contributor, mais qui managent parfois, qui se retrouvent quand même à gérer, tu vois, 2-3, parce qu'ils ont une telle influence, un tel scope et qu'on leur donne tellement de largeur sur le produit. Bon, il y a quand même un peu des sous-équipes avec des PM qui coordonnent, où ils ne sont pas forcément le people manager, mais de fait, ils coordonnent un gros groupe. Et je pense que c'est important parce qu'à la fin, l'objectif, c'est d'avoir les meilleurs talents et de créer le meilleur produit. Et donc ces gens-là, ils sont assez uniques, et il faut pouvoir les retenir et leur donner un espace dans lequel ils peuvent s'éclater. Parfait. Vous avez, je pense, répondu à la plupart des questions qui étaient posées, sachant que pour les quelques-unes restantes, elles seront abordées lors des prochaines conversations. Donc je vous invite à rester ici pour la suite. Merci encore à tous les trois. Merci beaucoup.